Bonjour. Récemment, on m'a fait la remarque en me disant que j'allais parfois un peu vite. Alors pas par la parole, mais sur Linux en donnant des tas de commandes d'un coup, sans trop d'explications, notamment dans mes mini-tutos. Si dans un mini-tuto je commence à expliquer le comment et le pourquoi de telle ou telle commande, qui n'a qu'un rapport lointain avec le sujet, ça sera plus de toute façon un mini-tuto, je vais y passer des heures dessus. Dans cette vidéo, je vais reprendre quelques bases et redonner quelques explications. Alors ce n'est juste qu'une orientation, à vous de lire et chercher un peu après. Là aussi, ça va aller très vite. Je ne vais pas rentrer dans de longues explications, mais donner quelques bases pour débuter et s'en sortir quand je vais un peu trop vite justement dans mes explications. Alors Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows, basé sur Unix. Il rentre dans la famille des systèmes GNU. Alors les puristes, ne râlez pas, je résume pour les débutants. Je ne rentre pas dans tout, vous allez retrouver quelques liens dans la description de la vidéo qui vont vous amener au bon endroit pour retrouver plus d'informations. Ça reste des liens assez généraux, vraiment pour susciter la curiosité, c'est pas pour autant une référence. Si vous suivez la vidéo et vous gardez un peu en main courante la description, j'y mets les différents liens dans l'ordre où j'en parle ici. Vous pourrez alors voir au fil de la vidéo et aller voir un petit peu ces sites en même temps. Alors ici je vais prendre Wikipédia, ça reste du Wikipédia, ça n'a rien d'officiel, n'importe qui peut y mettre n'importe quoi. Par contre, ça va quand même dégrossir, donner des informations sur l'histoire principalement de Linux. Et justement, on va passer sur un second lien assez intéressant qui va vous permettre de comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les différentes distributions. Donc ce site, c'est tout simplement DistroWatch. Ici, vous allez trouver les distributions les plus populaires. Alors bien sûr, vous pouvez en enregistrer, vous pouvez même en rajouter si ça vous chante. De toute façon, c'est un site qui va répertorier toutes les distributions qu'on va retrouver. À droite, vous avez même un palmarès. Donc cette colonne de droite va vous afficher les sites les plus populaires en fonction des semaines, des mois, des années. Donc vous pouvez même retrouver la popularité des différentes distributions dans les années précédentes. Ça vous permet en même temps de voir comment ça évolue avec le temps. Quand on rentre dans une distribution, donc si je sélectionne une distribution, vous allez retrouver les différents liens, les informations, les origines, les types de paquets ou le télécharger. Donc ça va vous permettre de savoir comment installer par exemple un programme, puisque chaque distribution a son type d'installation de programme. Alors des distributions, c'est pas comme Windows. On a Windows 10 ou serveur, ça reste du Windows. Là en fait, on en a des centaines. Entre les différentes versions, les versions serveur, éducation avec ou sans interface graphique, en live, pas live, on va les compter même par milliers. Depuis 20 ans que je m'intéresse à Linux, je n'en ai vu que quelques-unes, et même certaines, je ne connais même pas de nom. Alors je fais pas de la publicité, vous êtes déjà sur ma chaîne. Si vous allez sur YouTube et vous tapez LJP Info, vous allez pouvoir retrouver les différentes playlists, et dans ces playlists, vous allez retrouver une playlist Linux. Alors vous y retrouverez des choses simples comme un petit peu plus compliquées, mais n'essayez pas d'installer ou de configurer un OpenStack demain. Ça marchera pas. 20 ans de Linux et je suis loin de tout connaître. Après, les tutos de la playlist ne sont pas dans l'ordre. Si, en fait, ils sont dans l'ordre où ils ont été mis en ligne. Alors je sais aussi que mes premières vidéos n'étaient pas top. Il faudra aussi peut-être regarder les unes et les autres. Alors il faut rester zen. Aujourd'hui, vous pouvez commencer par installer Linux 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et quand c'est bon, eh bien, on recommence encore. Après,
Une fois qu'on sait l'installer, on va pouvoir l'installer avec ou sans interface graphique, avec ou sans plusieurs partitions. Et c'est pas faute de l'avoir dit, vous êtes prévenu. Il ne faut pas se lancer tout de suite dans quelque chose de compliqué. Ça va venir au fur et à mesure. Donc ici, je vais pas parler de l'installation, que ça soit en virtuel, en direct, sur serveur, en live, ou si vous l'installez avec ou sans interface graphique, vous allez retrouver tout ça dans ma playlist Linux. Que ça soit Windows ou Linux, le principe d'installation est le même. Effectivement, si vous n'avez jamais installé un système d'exploitation, là ça se complique. Mais ne pensez pas que c'est parce que c'est du Linux que c'est plus compliqué que Windows. En fait, non. Vous allez retrouver des solutions d'installation de la base au plus compliqué, justement, dans mes tutos. Alors ici, si c'est pour découvrir, eh bien vous suivez une vidéo. Si c'est trop compliqué, vous passez tout simplement à une autre. Le principe reste le même, pas la peine d'aller chercher une installation particulière si vous ne disposez pas des bases. Mais vous apprendrez de toute façon tout ça par vous-même. C'est pas la peine d'essayer d'installer un serveur web si vous n'y connaissez rien au réseau. Il faudra d'abord apprendre les bases avant de pouvoir continuer et passer à quelque chose de plus compliqué. Donc je vais me connecter sur la console. Alors ici je vais passer par le SSH, donc je vais passer par une connexion à distance. Sinon vous pouvez très bien le faire depuis le bureau, dans un terminal ou en texte et vous vous connectez. Alors si vous êtes sur un bureau, il suffit de chercher terminal ou console. Et là vous allez vous retrouver directement dans un terminal. Donc ici, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. De toute façon, si vous ouvrez un terminal sur votre bureau, vous serez en utilisateur. Donc il faut savoir que sur Linux, il existe principalement deux utilisateurs. L'utilisateur standard et l'administrateur, qu'on va aussi appeler root. Pour pouvoir se connecter en root, on va utiliser la commande su ou la commande sudo su. Alors su, c'est pour se connecter en tant qu'un autre utilisateur. L'administrateur n'est pas SU. SU, ça ne veut pas dire super utilisateur, ça veut dire substitut utilisateur se connecter en tant qu'un autre utilisateur. Si on met rien derrière le SU, par défaut, eh bien c'est la même chose que si je me connecte directement en tapant SU root. Donc je pourrais très bien taper SU tout seul ou taper SU root. Le résultat sera exactement le même. Et alors bien sûr, quand on se connecte sur un autre compte, on doit mettre le mot de passe pour y accéder. Alors attention aussi, parfois on appelle root en fait la racine, le tout début du chemin sur le disque. Donc effectivement, attention à ne pas confondre root qui est la racine et root qui est l'administrateur. Alors justement, tout au long de cette vidéo, vous allez retrouver des fiches en haut à droite, vous amenant vers une vidéo pour se connecter, installer, utiliser Linux. Donc je vais pas non plus refaire ce qui existe. Comme vous l'avez vu, je me suis connecté directement en utilisant le programme mRemoteNG. Alors là, je n'ai pas fait de la magie. Pour savoir comment j'ai fait, eh bien il suffira juste de suivre la vidéo qui est en ligne ou suivre tout simplement le guide. Alors on pourra utiliser parfois la commande sudo pour exécuter en tant qu'un autre utilisateur. Alors Ubuntu par exemple utilise beaucoup sudo pour toutes les commandes. Généralement vous allez trouver sudo exécuter une commande sudo ip sudo mkdir. Donc on va retrouver le sudo devant. Mais de la même manière, quand vous êtes sur Ubuntu, vous pourriez très bien faire un sudo su. Donc quand vous allez faire un sudo su, vous allez lui dire d'exécuter su en tant qu'un autre utilisateur. Et su dans le compte utilisateur derrière, eh bien va vous amener directement sur le compte administrateur. Donc la commande sudo va vous permettre d'exécuter par exemple certaines commandes qu'on ne peut pas faire en tant que
simple utilisateur. Alors à condition bien sûr que vous soyez déclaré dans le fichier qui correspond au sudo. Donc si je fais un sudo ls espace /root, donc je vais aller lister avec la commande ls le contenu du dossier /root. Alors là, on va voir que le dossier /root, c'est le dossier de l'administrateur. Donc bien sûr, on ne peut pas le faire avec juste un ls espace /root. Si vous faites un ls espace /root, vous allez obtenir un message d'erreur qui vous dit que vous n'avez pas le droit d'accéder au dossier root. Donc c'est normal. Il n'y a que l'administrateur qui a le droit de voir les fichiers et dossiers des autres utilisateurs, ou tout simplement faire certaines actions. C'est ce qui fait que Linux est si sécurisé. Si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez quasiment rien faire. Quand vous exécutez une commande en sudo, ou si vous n'êtes pas en administrateur, eh bien c'est l'utilisateur qui exécute la commande. De cette manière-là, si vous récupérez un virus, parce qu'il existe quand même des virus sous Linux, eh bien quand vous exécutez un programme qui contient un virus, le programme qui est exécuté en tant que simple utilisateur. Comme l'utilisateur ne peut pas installer des programmes ou supprimer des programmes ou même modifier des programmes, eh bien tout simplement le virus ne pourra pas faire grand-chose. Donc ici ma machine est configurée sans mot de passe. Vous avez vu que quand je fais un sudo su, il ne me demande rien du tout. Par contre, il faut quand même savoir que la première fois qu'on tape sudo, il demande un mot de passe. Alors quand il demande un mot de passe, c'est le mot de passe de l'utilisateur, c'est le vôtre qui est demandé. Justement, il faut surtout bien lire, parce que certaines personnes pensent que quand on fait un sudo, il demande le mot de passe de l'administrateur. Alors attention aussi, le mot de passe est passé en aveugle, donc ça évite de voir combien de lettres il contient, ça évite de voir comment il est tapé. Donc c'est tout à fait normal. Alors avant de terminer, on va se connecter en route, ça sera quand même plus facile pour aller plus loin dans cette vidéo. Alors je n'en ai pas parlé encore jusqu'ici, vous avez vu que quand j'étais en utilisateur, j'avais un chevron à l'invite, et quand je suis passé en administrateur, j'ai récupéré un hashtag à la place du chevron. Alors attention, c'est pas toujours le cas, c'est suivant aussi la version de Linux, mais c'est quand même le cas dans la plupart des distributions. Donc ici justement, pour l'utilisateur, c'est un chevron et un hashtag pour route. Donc bien sûr, ici encore, je résume, je fais du succinct, c'est juste les bases pour pouvoir suivre et pour pouvoir démarrer sur les différents tutos que vous allez trouver, et pas uniquement les miens. Et ensuite, il faut savoir que sur Linux, tout est fichier. Que ça soit du matériel, des processus ou tout ce qu'on voudra, vous allez tout retrouver sous forme de fichier. Par exemple, si je fais un CD pour changer de dossier, change directory, je vais faire un CD espace /dev, et si je fais un ls pour lister le contenu, eh bien on va voir que dans le dossier /dev, eh bien on va retrouver le matériel, on va retrouver les disques, les ports USB, on va retrouver le processeur. Donc ça c'est la manière de représenter le système et tout ce qui va dedans. Alors c'est aussi pratique pour débuter. On sait que tout est fichier. Si vous voulez lister le contenu d'un disque, comment il est fait, il suffit de faire un cd/dev et le nom de votre disque ou de votre partition. Si vous voulez voir le processeur à proprement parler, eh bien il suffit d'aller chercher le CPU. De la même manière que si je fais un cd/prop, donc je vais aller dans les différents processus, quand je vais faire un ls, il va me lister tous les processus en cours du système. On pourrait très bien aller voir le 1 qui est tout simplement l'init, ou les différents noms de processus des programmes qui ont été démarrés et qui sont en cours de fonctionnement. Donc on voit bien qu'on peut vraiment tout voir et tout est lisible sous forme de fichier.
Et justement, en étant dans les fichiers, je vais pouvoir faire un cd slash. Donc on va se rendre à la racine et je vais faire un ls. Donc là, à la racine, on va retrouver tout un tas de dossiers. On va retrouver des dossiers spéciaux, comme ceux qu'on vient de voir, le dev ou le proc. Mais on va retrouver aussi les dossiers du système, comme slash var slash bin, qui sont des dossiers pour contenir certaines valeurs qu'on va juste voir maintenant. Donc les bins, c'est pour les binaires. On va retrouver aussi les dossiers de l'utilisateur, USR. Donc lui va contenir les binaires de l'utilisateur et on va retrouver également un dossier qui s'appelle home, qui est tout simplement le dossier qui va accueillir les différents fichiers des utilisateurs, les différents profils des utilisateurs. Tous les profils d'utilisateurs sont dans le dossier home, sauf celui de l'utilisateur root qui a son propre dossier. Mais bon, root, j'en ai parlé, c'est quand même un utilisateur particulier. Donc si on prend le dossier var, donc avec un cd slash var, si je liste le contenu avec mon ls, eh bien on va voir qu'il va contenir les différentes variables, comme les fichiers de log, les fichiers de travail en général. Par exemple, c'est ici qu'on va retrouver les fichiers pour les serveurs web. Si on va dans var lib, donc si je fais un cd slash var slash lib, et bien là-dedans on va retrouver les différentes librairies. Alors bien sûr, on ne peut pas faire le tour de tout, c'est juste dégrossi. À vous après d'aller voir et d'avoir la curiosité d'aller voir ce qu'il y a dedans. Le dossier boot, par exemple, qui est aussi à la racine, sert au démarrage. Et on va aussi retrouver des dossiers vides qui vont se remplir dynamiquement ou qui pourront être utilisés pour des utilisations spécifiques, comme le dossier MNT, dans lequel on va généralement monter les différentes partitions. Donc là c'est pareil, je ne rentre pas plus dans le détail que ça, sinon il va me falloir des heures pour pouvoir expliquer tout ça. Et on va retrouver aussi par exemple le classique slash tmp qui va tout simplement contenir les fichiers temporaires. Donc dans le slash tmp, vous pouvez y aller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, vous ne risquez pas de faire de grosses bêtises. Le dossier slash tmp est vidé à chaque démarrage de la machine. Et enfin, on va retrouver un dernier dossier. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais parmi les dossiers, il y en a un qui est un peu plus utilisé que les autres, c'est le dossier etc. Donc si je fais un cd slash etc, si je liste, eh bien on va retrouver tout un ensemble d'informations à l'intérieur. Donc généralement, ce dossier etc sert à la configuration. C'est là-dedans que on pourra faire un cat espace slash etc ou srelease pour pouvoir retrouver la version de Linux qui est utilisée. Enfin, on va retrouver quelques commandes de base comme cd ou ls qu'on a vu tout à l'heure, avec un cd qui va permettre de changer de dossier ou un ls qui va permettre de lister son contenu. Là, on peut retrouver tout au parti des commandes disponibles en utilisant la touche de tabulation. La touche de tabulation permet en général de compléter ce qui est déjà tapé. Donc sur certaines distributions, pas sur toutes, ici si je tape 2 fois la touche de tabulation, ça va rien m'afficher. Mais sur certaines distributions, quand on tape 2 fois la touche de tabulation, il va vous lister l'ensemble des commandes qui sont disponibles pour votre système. Alors ici, je vais taper A et je vais taper 2 fois la touche de tabulation derrière. Et on va voir justement toutes les commandes qui commencent par A. Donc là, comme j'en ai un peu plus d'une centaine, il va me proposer de afficher ces commandes ou pas. Maintenant, si je tape juste W et 2 fois la touche de tabulation, il va m'afficher les commandes qui commencent par W. En A, j'avais plus d'une centaine de commandes. En W, j'en ai qu'une trentaine. Comme j'en ai qu'une trentaine, il va m'afficher mes 30 commandes, sans me demander si effectivement je veux l'afficher ou pas. Alors, il existe des milliers de commandes qui vont grandir en fonction des programmes qui vont être installés. Mais par défaut,
En général, quand on vient juste d'installer un système, on a entre 800 et 1200 commandes. 1200 commandes, ça commence à faire quand même pas mal. Alors justement, on ne peut pas tout savoir, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout comment elle marche. Donc pour pouvoir s'aider, on peut s'aider d'un manuel. Il existe un manuel pratiquement pour tout. Alors le manuel permet d'avoir l'aide détaillée pour une commande. Alors attention, l'aide ne fonctionne pas pour tout. Si je tape un man CD, alors justement CD, eh bien ça ne marche pas. Alors tout simplement parce que la commande CD est une commande intégrée tout simplement au système. Par contre, les autres commandes ont toutes leur manuel. Alors si vous n'avez pas de manuel ou si vous désirez juste avoir une aide succincte, on pourra utiliser des commutateurs comme slash point d'interrogation ou tiret point d'interrogation ou tiret h ou tiret help. Alors attention quand même, le tiret h parfois n'indique pas l'aide, il peut indiquer autre chose. Si je tape la commande df qui va lister l'espace disponible et l'utilisation du système de fichiers, et bien si je tape df, il va m'afficher la disponibilité en octet. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit plus lisible, quelque chose qui soit lisible par l'homme, on va utiliser le commutateur -h. Donc je vais faire un df espace -h et là il va m'afficher l'espace disponible ou l'utilisation de mon système de fichiers de manière plus humainement lisible. Donc effectivement, attention au -h. Donc dans ce cas-là, on utilisera plutôt le point d'interrogation ou le -help. Alors on peut retrouver donc avec le manuel, par exemple, si je tape un man IP, il va m'afficher le manuel pour la commande IP. Alors bien sûr, il existe aussi un manuel pour le manuel. Donc on peut afficher le fonctionnement du manuel en tapant man espace man. Et là, il va vous afficher comment fonctionne le manuel. Et on va voir que dans le manuel, on est bien loin de tout connaître. Alors on va trouver tout type de commandes, aussi bien pour l'information que pour le système. Il y a même des commandes qui vont taper Y à votre place. Donc par exemple, il existe une commande qui s'appelle yes. Il suffit de taper yes et entrer. Donc là ici je vais pas le faire, je vais vous laisser l'essayer. Alors attention, quand je vais taper yes, la commande va envoyer Y en boucle. Pour pouvoir arrêter la commande, il faudra taper CTRL plus C en même temps pour l'arrêter. Donc après, pourquoi une commande yes? Eh bien tout simplement, quand vous automatisez vos tâches, certains programmes demandent que l'on tape Y pour pouvoir continuer. Eh bien il existe même un programme pour taper Y à votre place. Alors je rentre pas une demi-seconde de plus dans tout ça, je sais par exemple que dans mes vidéos, je fais parfois un cat, CAT, par exemple cat, espace, /etc, /os-release. Alors je vais un peu vite, alors, eh bien, mettez tout simplement sur pause et posez-vous la question, qu'est-ce que je viens de faire à ce moment-là? Et si vous n'avez pas tout compris, eh bien, vous tapez man, espace, cat. Et là, vous allez pouvoir voir le contenu de la commande, son rôle et les options qui vont avec. Alors je sais qu'on aime bien juste regarder une vidéo. Alors il faut savoir que quand on ne fait que regarder une vidéo, on ne comprend que 10 à 25%, et encore c'est suivant l'attention. Si vous pratiquez, eh bien vous allez dépasser les 50%. Et si vous repratiquez, donc si vous pratiquez et vous repratiquez dans la demi-journée qui suit, vous allez approcher les 80%. Alors je suis bien conscient qu'une vidéo, comme sur YouTube, on la passe en général très vite. Effectivement, mes vidéos qui durent 20 minutes ne sont lues en moyenne que 3 minutes et demie à 5 minutes. Et sur 5 minutes à la place de 20, eh bien, on manque souvent l'essentiel. Alors avec 200 commandes, on peut s'en sortir, mais vous comprendrez qu'il n'est pas possible, pas uniquement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui font des tutos, de rentrer dans le détail de tout.
ça serait repartir de zéro à chaque fois. Alors c'est le moment de se poser la question avant de partir bille en tête. IPA, pipe, grep, inet. Eh bien, qu'est-ce que fait la commande IP? Ou qu'est-ce que fait la commande grep? Si je fais un history pipe, donc le pipe c'est la barre verticale du 6, avec un alt GR6, history, pipe, grep, cd, que fait grep là-dedans? Alors bien sûr, ici je vais très vite, et ça va très vite, d'autant plus pour les débutants. Alors, prenez juste ici ce que je viens de dire, les ficelles, le réflexe, d'utiliser par exemple le manuel, pourquoi pas tester des nouvelles commandes, comme avec un cat espace /etc /sudoer dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors vous pourrez encore vous aider en cherchant sur le web, vous pouvez aller chercher kit de survie Linux. Alors vous allez en trouver plein. Pas de moi, parce que on existe autant qu'on veut. Alors, généralement, on peut leur faire confiance, il s'agit juste de commandes de base. C'est vraiment le kit de survie, c'est ce qui va vous permettre de débuter. Alors justement, ce stade du kit de survie dans mes tutos, je l'ai dépassé depuis longtemps. Même s'il est bon de faire un rappel et de revenir sur des choses abordables par tous de temps en temps. Dans mes vidéos, vous avez pas mal d'explications pour créer une machine virtuelle, installer Linux ou une version de Linux. Alors pour Windows, ça sera exactement pareil. Il n'y a pas que Linux de toute façon. Windows fonctionne exactement pareil. On commence d'abord par l'installer et après on va un petit peu plus loin dans son fonctionnement. Alors sur machine virtuelle, parce que justement je parle un petit peu de machine virtuelle, sur machine virtuelle, dont justement vous allez trouver pas mal de vidéos là-dessus, eh bien on ne peut pas faire grand chose de mal. Au pire, si vous foutez en l'air le système d'exploitation, eh bien on le réinstalle. Donc lancez-vous, testez, essayez. Alors cherchez justement à comprendre aussi ce que j'indique ou ce que j'explique. Ne vous contentez pas de copier et juste de regarder. Alors il n'est pas rare, et ça fait partie du jeu, que l'on me pose des questions alors que la réponse est clairement expliquée dans la vidéo. Et justement on revient sur le survol des vidéos que j'expliquais il y a quelques instants. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos ou tapez ljpinfo dans votre navigateur. Si vous avez des questions, alors justement, si dans une de mes vidéos vous ne comprenez pas une commande, la raison d'une commande, eh bien c'est peut-être justement le moment de poser la question. Ensuite, si vous avez des suggestions ou des idées ou des besoins, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Et on se dit à bientôt.